Oh! Oh, champion! Bonjour, bonjour, bonsoir, bonjour, bonne joueuse, bienvenue dans cette vidéo du vendredi. Salut Antoine. Hello, bonjour tout le monde. Et oui, petit sketch aussi d'introduction pour vous dire que je serai à l'Alchimie. Donc au moment où vous regardez cette vidéo, donc ce week-end se déroule l'Alchimie du 3 au 5 mai, se déroule l'Alchimie du jeu. Il y aura un espace prévu pour les auteurs, les nouveaux auteurs. Ça s'appelle ça l'espace jeu de demain. Et du coup, j'ai été sélectionné. Et donc, si jamais vous êtes ce week-end à Toulouse, passez à l'Alchimie, vous pourrez jouer à Paradox. Franchement, allez-y, c'est trop cool. Ouais, et puis il y aura plein d'autres. Vous avez peut-être vu la liste durant le sketch, là, il y a plein d'autres gens. Donc il y a deux catégories. Il y a une catégorie plutôt expert dans laquelle je suis, et il y a une autre catégorie qui est plutôt familiale. On a d'autres infos à faire passer, je ne pense pas, je regarde là-bas au cas où, mais Alice me dit que non. Donc on peut commencer avec la vidéo du vendredi et les nouveautés. On commence avec ce jeu du coup, donc Paradox, un jeu de Alexandre Bernard pour 2 à 4 joueurs, 90 minutes la partie. Ça a l'air bien. À partir de 12 ans. Non, je plaisante. Je vais plutôt vous parler de Bounty Hunter, un jeu de Frédéric Henry, illustré par Derek Lofman. C'est un jeu pour 2 à 6 joueurs, c'est à partir de 10 ans, il existe. Je n'entrerai peut-être pas dans le détail, même si finalement c'est une version plus allégée. Mais il y a plein de choses qui changent dans la mise en place. C'est une version, il y a une petite partie découverte. Donc je pense qu'à partir de 8 ans, vu la thématique, vu les illustrations, vu la mécanique de jeu, avec les règles découvertes, on peut y arriver à partir de 8 ans. Et c'est 20 minutes la partie, c'est très rapide. C'est un jeu dans lequel on va tenter de réaliser des objectifs, en fait capturer des rebelles. Parce que oui, là pour le coup, d'habitude dans Star Wars, c'est souvent Empire contre rebelles. Là, on joue un peu l'entre-deux. On va jouer des chasseurs de primes, on va tenter de réaliser des contrats. On va avoir 4 paquets de cartes dans la mise en place et on va avoir des crédits. Les 4 paquets de cartes sont de différentes couleurs et les couleurs sont toujours représentées juste en bas avec une carte ici qui nous servira à définir la pioche et la défausse. Et donc on a des cartes vertes ici, des cartes rouges qui sont en général les méchants, donc les chasseurs de primes. Ici on va avoir des cartes de droïdes, hop, le marché de Jawa entre autres. Et ici on a des contrats. Les contrats, ce qui va pouvoir faire des points, mais capturer des cibles vous sert aussi à faire des points. Et c'est ça en fait qui va nous permettre de calculer un score final. On va calculer le nombre de prises qu'on a faites, donc capturer les captures qu'on a faites, donc ça c'est les points que vous gagnez, mais vous allez soustraire à ça les différents chasseurs de primes qui vous ont aidé à capturer les différents personnages. Okay. Ici on pourra également, alors eux ils vous aident plutôt à soutenir du coup les captures parce que à l'inverse ils coûteront du crédit, mais c'est des robots Jawa que vous achetez honorablement, j'ai envie de dire. Et ici, vous aurez des contrats. Du coup, vous allez pouvoir remplir avec une première condition qui vous rapporte des points et des points supplémentaires si vous remplissez la deuxième condition. Comment se passe un tour de jeu? C'est super simple. Vous avez une petite fiche ici de tour de jeu qui vous rappelle ce que vous devez faire. Au début de la partie, on commence toujours avec une carte de chaque que vous conservez secrètement. Là, je vous le fais vas-y pour que vous voyez différents types de cartes. Mais vous conservez ces cartes-là secrètement. Vous commencez avec 4 cartes, une de chaque paquet. Et ensuite, on commence par la première phase parmi les 3 du tour de jeu, qui est de piocher une carte. Donc je pioche une carte dans le tas que je veux. Là, je me dis que là, je vais prendre plutôt un nouveau chasseur. Super, Boba Fett, j'adore. J'ai ces cartes là en main et qu'est-ce qui se passe? Deuxième phase de jeu, je vais choisir une carte que je vais pouvoir jouer. Si je pose cette carte là, donc on joue simultanément évidemment cette phase là, donc du coup parmi mes 5 cartes, tout simplement je choisis de jouer Chewbacca, j'indique du coup aux autres joueurs que je veux remplir ce contrat là, qui me rapportera 11 points et également un crédit si j'arrive à le remplir. J'aurais pu également jouer ce personnage là, et vous allez voir en fait qu'au fur et à mesure que vous allez jouer des cartes, il y a des cartes qui vous servent un peu à définir votre objectif et d'autres qui vous permettront de le remplir. Alors là c'est pas très efficace, même si vous voyez que les cartes que je pose, elles permettent justement d'atteindre un objectif. Donc là l'objectif c'est de capturer Chewbacca. Et ici je me sers de IG88 et de Boba Fett pour essayer de le capturer. Il faut atteindre les valeurs en sommant tout ce qui est indiqué ici en chasseur de primes. Donc là, typiquement, il fallait atteindre 1. Voilà, j'ai largement atteint. C'est impeccable. Voilà. Ici, par contre, en orange, j'ai rien du tout, mais par contre, le bleu, j'y suis presque. Et c'est déjà à moins 8 points. Exactement. Et au fur et à mesure de jouer des cartes, on va essayer justement de remplir le plus rapidement possible les objectifs. Okay. Quand je les remplis, je récupère cette carte-là et je la mets, en laissant visible évidemment ça, je peux la mettre comme ceci, pour dire que je l'ai capturé. Okay. Il me rapporte 11 points, mais me fera perdre 9 points. Ce qui est vraiment très mal joué, pour le coup. Il faut essayer de mieux optimiser sa main. On peut jouer des cartes. Alors,
les contrats, vous pouvez les jouer en disant bah, je validerai ce contrat, quoi qu'il arrive. Et ces cartes-là peuvent être jouées, mais en fait, c'est des cartes qui vous font des points si vous êtes majoritaire. C'est-à-dire que c'est des points, en fait, une petite balise comme ça vous fait 1 point. Et il y a des cartes qui en comportent 3, 2, etc. Et donc plus vous en avez, vous allez marquer 1 point par petit module comme ceci. Et le joueur majoritaire, celui qui en a le plus à la fin de la partie, marque 5 points supplémentaires. Il y a des cartes comme les robots, et notamment comme ceci, qui sont des cartes que quand vous posez, pour les poser, il y a une contrainte, il faut payer. Si vous n'avez pas de crédit, bah du coup, vous les mettez engagés, et lorsque vous pourrez payer, vous les utiliserez, vous paierez vos crédits pour la valider, et du coup, cette carte compte. C'est-à-dire que si à la fin de la partie, je suis comme ça, et que j'ai ça comme ça, celle-ci n'étant pas payée, bah du coup, elle ne compte pas dans la majorité, dans les points de victoire à la fin de la partie. Donc il va falloir payer les crédits pour ça. Vous allez dire, d'accord, mais comment on fait pour gagner des crédits? Et bien, à la place de jouer une carte, je peux très bien vendre une carte. Donc des jours, je me dis, bah voilà, cette carte-là ne sert à rien, je la vends. Donc dans ce cas-là, c'est ce qui est rappelé ici. Vous la mettez dans la défausse qui correspond à sa couleur, et je gagne un crédit. Hop. Et avec ce crédit-là, bah, je pourrais jouer des cartes plus ou moins intéressantes, hein, notamment les petits robots là, comme ça, qui ressemblent un peu à BB8. Et bah du coup, pareil, il vous coûte un crédit. C'est 3PO qui est assez fort parce qu'il met 2 partout, il coûte 2 crédits. Donc à chaque fois, on joue simultanément. Première phase, on va piocher dans l'un des paquets. Ensuite, on va jouer ou vendre une carte. Et ensuite, bah, on donne notre paquet, donc c'est du draft. Les cartes qui me restent en main, bah, je vais les donner au joueur de gauche, et ainsi de suite. Et on tourne jusqu'à ce qu'un joueur ait rempli la condition de fin de partie. Et tu vas dire, mais quelle est cette condition de fin de partie? Mais quelle est cette condition de fin de partie, Alexandre? Il suffit de retourner la carte, c'est très bien fait. Et la fin de la partie s'enclenche dès qu'un joueur aura capturé son 4e personnage. Dans ce cas-là, il gagne immédiatement les bonus qui sont indiqués ici, plus 1 de crédit, il peut piocher un nouveau contrat. Et ensuite, on finit le tour en cours et on ajoute à ça 2 autres tours, de façon à ce que les joueurs puissent éventuellement finir ce qu'ils sont en train de faire, ou pouvoir rattraper au dernier moment avec des contrats, essayer d'égaliser au mieux. Et donc du coup, comme dans beaucoup de jeux, le timing pour mettre fin à la partie est important, parce que c'est pas parce que vous finissez en premier que vous êtes sûr de remporter la partie. Voilà pour Bounty Hunters, finalement un jeu très rapide, assez familial, une thématique Star Wars. Alors je pense que ça aurait pu être une autre, mais finalement ça colle assez bien au thème, les petites mécaniques sont chouettes, il y a toujours ce... J'aime bien quand ils font toujours un effort sur les crédits. Dans tous les jeux Star Wars, il y a toujours un petit côté sympa, un peu foil, un peu pimpé sur les crédits, c'est toujours très cool. On enchaîne sur Paradox, un jeu de Alexandre Bernard pour 2 à 4 joueurs, 90 minutes. Je vais pas la faire tout le temps cette blague, c'est fatigant. Hop. Mais néanmoins, on est sur une thématique assez proche entre Paradox et Trekking Through History. Oui, Paradox, c'est un jeu dans lequel on voyage dans le temps. Mais si vous venez à Toulouse, vous pourrez peut-être le voir. Trekking Through History, on va aussi voyager dans le temps. C'est un retour vers le passé. J'ai joué à ce jeu il y a plusieurs mois, honnêtement, grâce à une version en anglais, il me semble qu'elle avait été ramenée de Essen. Il me semble que c'est le cas, oui. C'est un jeu que j'ai énormément kiffé, tout simplement parce qu'il y a plein de mécaniques, alors pareil, qui ne sont pas novatrices. Il n'y a rien de flamboyant mécaniquement, mais par contre, ça match super bien. Et en fait, c'est un jeu dans lequel on va jouer 3 jours. Chaque jour, c'est une sorte de manche. Une manche se définit par ce petit compteur-là, qui reprend la mécanique de Tokaido, qui reprend la mécanique de Patchwork, où toujours le joueur le plus en retard va pouvoir jouer. Quand vous allez jouer votre tour, vous allez pouvoir récupérer des cartes, ces cartes vous coûtent du temps. Quand vous dépensez le temps, vous le marquez avec votre marqueur, et le joueur le plus en retard joue. Donc ça définit encore un tempo très intéressant. Dès qu'un joueur arrive ici une première fois, il ne pourra plus avancer tant que tout le monde n'est pas arrivé ici. Une fois qu'on a fait ça, du coup on repart pour un nouveau jour, et ensuite un 3e jour, et à la fin du 3e jour, on compte les points. Ok. Comment se passe un tour de jeu? Alors déjà au niveau du matos, je ne l'ai pas précisé, mais il était à 25 Bounty Hunters. Celui-ci il est à 40 balles. Et honnêtement, au niveau du matos, ça, il n'y a rien de rajouté. Il n'y a pas de truc Kickstarter, il n'y a pas un truc que j'ai pimpé. Je n'ai rien rajouté. Ça, c'est un petit tapis d'une extrême bonne qualité. Ici, on a un petit présentoir qui fait aussi réserve pour les jetons. Ça, c'est toujours appréciable. Pour 40 balles, c'est incroyable. Je suis assez bluffé. On va avoir du coup un tapis sur lequel on va noter le score. Ici, on a un rappel de scoring en plus pour la fin de partie. Ici, on a une rivière de cartes qui va indiquer différentes années et surtout différents âges qui correspondent en fait au jour 1. Ici, on a des cartes du jour 1, après on aura des cartes du jour 2 et après on aura des cartes du jour 3. Ici, on va commencer aussi avec une fiche. Chacun aura sa propre fiche. Il y en a plein d'autres et je ne les ai pas toutes mises, mais il y a plein de fiches et on va tous commencer avec une fiche comme ça. L'idée, c'est quoi? C'est qu'en fait, durant les 3 jours, on voyage dans le temps, on va changer un petit peu le cours du temps, on va récupérer une espèce d'encyclopédie de différents événements et en plus de ça, on va essayer de compléter des petites fiches ici qui sont une sorte de compétences qu'on cumule. Tout ça va faire le plus de points de victoire. C'est un jeu dans lequel, en fait, à son tour, on va tout simplement choisir une carte dans la rivière et on va pouvoir la récupérer en payant le coût indiqué.
le coût est ici. Et je rappelle que le coût est en temps. Donc si je prends une carte qui coûte très cher, il y a peu de chances que je rejoue derrière de suite. Il vaut mieux prendre des cartes des fois qui sont peu chères. Mais il y a deux subtilités. Le fait de prendre une carte me permet de récupérer des jetons. Les jetons qui sont à la fois sur la carte, mais qui sont aussi juste en dessous de celle-ci. Donc vous voyez qu'ici, il y a déjà imprimé des jetons. Okay. Et chaque jeton correspond à une catégorie, l'invention, là ça doit être la culture, là ça doit être la diplomatie, enfin bref, il y a toujours des petites thématiques derrière ces iconographies. Et donc du coup, mettons si je paye 4 de temps, je dépense 1, 2, 3, 4, et je récupère cette carte aussi, que je vais intégrer ici, dans ma ligne. Vous verrez qu'il va y avoir, en termes de deuxième subtilité, un enchaînement important dans les dates. Il faut toujours y aller dans l'ordre croissant. Vous n'avez jamais le droit, enfin, vous aurez le droit, mais ça va un peu vous bloquer, entre guillemets. Là, par exemple, on n'est pas par ordre croissant actuellement. Là, en fait, on a commencé en croissant du plus petit au plus grand. Là, on est en moins 49, puis après en moins 1772. Ah, c'est pas du plus vieux au plus récent. Non, c'est du plus ancien, au plus récent. Du plus ancien au plus récent, moins 1772. Oui, pardon, excuse-moi. Moins 49. Autant pour moi. Je suis désolé d'être tatillon, c'est juste que tu as bien fait. J'avais peur de pas avoir pigé un truc. Non, t'as raison, autant pour moi, je l'ai juste pas vu, autant pour moi. Voilà, là c'est plus correct, pardon. Tu as bien fait de changer la mise en place. Donc oui, effectivement, donc du plus ancien, à l'année, au plus récent. Quand j'ai payé la carte, j'ai récupéré les ressources qui sont à la fois sur la carte et directement en dessous. Donc là, je prendrai du bleu, par exemple. Hop, je récupère du bleu. Et le symbole de World of Warcraft, là, c'est un M, je pense. Non, c'est un W, autant pour moi. Et c'est un joker. Donc ça peut aller où je veux. Okay. Ces jetons-là, en fait, ils me servent à compléter des colonnes. Et quand je passe sur différentes icônes, je gagne les points de victoire ou alors je gagne des petits cristaux. Pour chaque cristaux dépensé quand je paye du temps, c'est un temps de moins que je paye. Donc là, typiquement, si je voulais prendre cette carte-là gratuitement, je pouvais payer 4 cristaux et la prendre gratuitement, parce que je réduis de 1 pour chaque cristaux que je paye. Et le joker, j'aurais pu le mettre où je voulais. Si je le mettais là, par exemple, ce qui est assez chouette en termes d'optimisation, c'est que là, je remplis des colonnes, donc je marque des points bruts, mais quand j'arrive à compléter ici des lignes, eh bien, je marque les points qui sont indiqués ici. Je parlais tout à l'heure de date, hop, ça en décale. Je parlais aussi tout à l'heure de date. C'est important de garder la chronologie des cartes, la croissance des cartes, puisque en fait, si jamais vous prenez une carte, mais que malheureusement elle ne va pas dans votre ensemble, vous devez le valider. Donc ces cartes-là, en fait, elles se valident, vous le mettez de côté, et vous commencez avec une nouvelle carte, une nouvelle rangée, qui devra aussi elle-même être croissante. L'intérêt de ces collections-là, c'est, à la fin de la partie, hop, vous allez regarder le total de vos collections, et pour chaque carte dans une collection, vous marquez des points. Ici, j'ai 4 cartes. 4 cartes me gagnent 4 points. Donc, il vaut mieux optimiser en termes de croissance de cartes parce que vous pouvez monter jusqu'à 11 points et plus. Donc là, vous pouvez gagner déjà avec 10 cartes dans une collection 30 points. Et pour chaque autre carte supérieure à 10, plus 3 points à chaque fois par carte. C'est très puissant. Il y a une possibilité aussi, si jamais on est vraiment trop bloqué, de pouvoir aller chercher justement des cartes comme ceci. Ça coûte un peu cher en temps parce que 3 pour une carte qui apporte pas grand chose, ça c'est juste en fait la visite d'un de vos ancêtres et c'est une carte joker. Okay. Elle peut s'insérer comme on veut. Mais 3 temps c'est vraiment pas super rentable. En plus de ça, vous aurez la possibilité ici d'optimiser votre dépense de temps. Pourquoi ? Parce que si jamais lorsque je dépense du temps, j'atteins pile ici la case d'arrivée, il y a marqué ponctualité. C'est-à-dire comme je suis ponctuel, je reviens à l'heure, je marque 3 points supplémentaires. Je pense que j'ai presque tout dit sur ce jeu. C'est super simple à jouer. Ces cartes-là, quand vous voulez, vous pouvez passer à une autre carte. Vous dites, là finalement, moi cette carte-là, c'est bon, j'ai rempli ce que je voulais, le reste, ça marche plus en termes d'optimisation, donc je vire ça et j'en prends une autre. Et ça vous permet encore de nouveau d'optimiser. Donc on ne va jamais changer trop souvent de carte, on va plutôt chercher à atteindre au mieux les différents objectifs de la carte pour marquer le plus de points, tout en commentant avec la croissance des dates de cartes. Une fois que vous avez fait tout ça, plusieurs parties de jeu même éventuellement, vous allez pouvoir rajouter des petites cartes qui vont booster un peu comme des cartes événements à chaque jour. Il y aura des cartes que vous allez pouvoir tirer. Typiquement ici, c'est un pouvoir que chaque joueur pourra utiliser une fois en disant je prends mon jeton, bon je ne l'ai pas ici, mais je prends un jeton, je fais ça. Et du coup, je reçois immédiatement 2 verres pour dépenser en dépensant 3 de temps. Et ça, c'est les cartes qu'on peut... Mais il y en a plein dans le jeu. Vous pouvez en utiliser autant que vous voulez. Et à chaque jour, en fait, on va changer d'événement. Tout simplement. Ça permet vraiment de changer un peu la dynamique du jeu. Je trouve ce jeu super malin. Il n'y a rien, comme je disais, novateur. Mais c'est très cool parce qu'on est sans arrêt dans des petits dilemmes de est-ce que je dépense mes cristaux maintenant pour pas perdre trop de temps, comme ça au moins je gère la ponctualité, mais si je récupère cette carte là, je me crée déjà une plus grosse collection. En plus de ça, j'ai bientôt fini ceci, donc je vais passer à une autre fiche. Est-ce que je validerai pas cette collection à 5 pour être moins bloqué par rapport aux enchaînements de cartes? Tout est très bien fait. Les illustrations
sont aussi très jolis. Je sais pas qui Alors, je te rejoins à 100% là-dessus. Je trouve ça vraiment. Parce que là, j'ai pas précisé, mais l'auteur c'est Charlie Bink et les illustrations c'est Eric Hibeler. Et je trouve ça vraiment très cool. Très bien fait aussi. Il y a un mode solo à l'intérieur que je n'ai pas eu le temps de lire, mais vous pourrez y jouer seul. Et en plus de ça, un peu à la manière d'un timeline, si on veut avoir plus d'informations sur franchir le Rubicon avec Jules César, et hop, je retourne et là il y a un petit texte qui nous indique. Ça, c'est top. Enfin, je le trouve vraiment en termes d'édition, c'est très très propre. Je n'ai rien à dire de plus sur ce jeu, c'était qui est très cool. On a un truc pour toi, Antoine. Oui. Tu pourras nous expliquer éventuellement. Tout à fait. Neotopia. On a reçu de André Santos, c'est Orlando Sa. C'est illustré par Thiago Lobo Pimentel de chez Matago. Eh bien, écoutez, je vais faire vite car il y a la batterie qui clignote. Je pense que la fin de cette vidéo sera peut-être un peu express de manière générale parce qu'on n'est pas bien niveau batterie. Bon, on va quand même prendre le temps de bien expliquer Neotopia. C'est un jeu de pose de tuiles sur un grand plateau commun qui représente une ville utopique qui est divisée en 3 quartiers. Ah, tu fais le doigt de l'explication, c'est parfait, merci beaucoup. On va essayer donc de faire plus de points que les autres joueurs. Ces points, on va pouvoir les avoir de 3 sources, mais je ne vais pas vous expliquer maintenant, je vais plutôt vous expliquer comment est-ce qu'on fait le tour d'un joueur. Donc on joue chacun notre tour, et quand c'est mon tour, je vais devoir faire 3 actions. Je suis vraiment obligé. Ces 3 actions, c'est moi qui choisis ce que je veux en faire, sachant que je peux choisir de faire 3 fois la même action, ou un petit peu chamarrer tout ça comme je veux. Les actions, il y a effectivement prendre un projet, donc en gros c'est piocher une carte. Il y a tout un tas de cartes qui vous indiquent comme ceci des petits symboles de couleurs qu'il vous faudra agencer sur le jeu, puisqu'en fait vous allez voir que en construisant hop là, voilà, le plateau, on va agencer tout un tas de petites tuiles. Il y en a de 4 couleurs différentes. L'autre action que je peux faire, c'est de prendre de l'un des 3 bras qui se trouvent à l'intersection de chacun des quartiers, un pion et le décaler dans l'un des 2 quartiers adjacents, comme voilà, là c'est très bien expliqué, et le placer là où je veux, à côté de quelque chose qui a déjà été posé. Ce faisant, si je valide un schéma de l'une de mes cartes projet, je vais marquer les points, indiquer, tout simplement. Voilà, donc c'est pas je sors la carte d'un truc qui s'est passé il y a 5 tours, non, évidemment, il faut jouer la carte au moment où on active. Et ce qui va se passer, c'est que quand un bras est entièrement terminé, on voit qu'il y a toujours 4 pions de couleurs qui peuvent être n'importe lesquelles. Par exemple ici on voit qu'il y a 2 mauves, un vert, un rouge qui vont venir remplir le bras. La tuile qui portait les pions, on la retourne, elle nous indique la couleur des 4 pions à venir, ce qui fait qu'on peut tout anticiper dans le jeu, et ainsi de suite. En fin de partie, on va pouvoir encore gagner des points de 2 autres sources. La première source, c'est que l'on va regarder dans chacun des 3 quartiers la ligne de notre couleur la plus longue possible. Admettons, si je suis joueur rouge, je vais regarder ma plus longue ligne rouge ininterrompue, et je vais faire ça dans chacun des 3 quartiers. Et la dernière source de points, c'est que actuellement on a nos points répartis dans les 3 quartiers, puisque quand vous réalisez un objectif, il vous fait monter sur la petite jauge de points du quartier en question, et le quartier sur lequel vous avez le moins avancé, vous allez le scorer 2 fois de plus. Ça vous oblige donc à être équilibré dans les 3 quartiers. C'est hyper malin, tout est calculable, tout est anticipable. C'est vraiment un jeu qui va régaler les joueurs de pose de tuiles. Petite précision, c'est pour 2 à 4 joueurs, c'est 1 heure de partie environ à partir de 10 ans. Et on laisse la main à Alice. Coucou YouTube, me voici, me voilou pour vous présenter Paradox, un jeu de Alexandre Bernard. Oh, allez, c'est bon, hein. On l'a vu. Ça avait l'air bien quand même. Oui, mais on l'a vu et revu. Là, on est pour Middle Ages, qu'on a vu aussi et revu parce qu'on a déjà fait un focus dessus. Je vais dire que je ne vais pas rentrer dans les détails et je vais essayer, mais c'est probable que je rentre quand même dans les détails. C'est un jeu de Marc-André chez les Studios H, magnifiquement illustré par Claire Conan. C'est pour 30 minutes de jeu, 2 à 5 joueurs, 10 ans et plus, et c'est à 32 €, voilà. Hop là, pour ceux qui se disent, tiens, je connais, oui, c'est une réédition de Majesty, ce vieux jeu qui était tout bleu avec des dorures. Voilà, c'est tout ce dont je me souviens de la boîte. Une refonte plus qu'une réédition finalement, puisqu'il y a quand même quelques petites choses qui ont changé. Voilà, j'ai jamais joué à Majesty, donc je me repose entièrement sur tes connaissances, Antoine. Moi, je vais vous expliquer donc Middle Ages. Vous êtes à la tête d'un fief et vous allez le faire prospérer. Le but, c'est que au bout de 16 manches, il faut être le plus riche.
Voilà, diamants et autres pièces. Après, à vous de voir comment vous allez faire prospérer votre fief en étant guerrier, plutôt généreux, pieux ou protecteur. Voilà, vous avez plein de manières de gagner. Toutes les stratégies se valent, donc c'est plutôt cool. On va avoir son petit fief ici, chacun devant soi. Au début, c'est totalement vide et chacun a son petit cheval, chevalier, princesse, seigneur, etc. Ça va se passer un peu comme un King Domino si vous connaissez. On va se placer chacun notre tour sur une des tuiles de la première ligne. Et le joueur le plus à gauche, qui est ici, va se placer en premier sur une des tuiles sur la ligne d'en dessous, on va dire ici. Et il récupère immédiatement celle où il était précédemment. Et il va la mettre dans le domaine associé. Donc là, j'ai pris un petit champ, hop, je vais le mettre dans la partie du domaine du champ. Ouh, magnifique. Qu'est-ce qui va se passer maintenant que j'ai fait ça? Eh bien, je vais activer son pouvoir spécial qui, ici, pour ce domaine, c'est je gagne une pièce d'or par petit dessin de bonhomme. Dans mon fief, j'ai un bonhomme ici, j'ai un bonhomme ici, c'est déjà cool, ça veut dire que je gagne 2 pièces d'or, plus le revenu de base qui est ici. Donc je gagne 4 pièces d'or. Intéressant. C'est pas mal, le petit combo, c'est cool. Hop, donc je gagne mes pièces d'or, c'est très cool, voilà. Prochain joueur, donc on continue comme ça. Le vert, hop, il se pose là, il prend, il met chez lui, il active ses revenus, ses pouvoirs, etc., etc. Jusqu'à ce que, voilà, on soit comme ça. Et on continue au fur et à mesure et on recomplétera les petits, les lignes et autres colonnes. Maintenant, je vais vous parler vite fait des pouvoirs parce que c'est là la richesse du jeu. Donc on a ici le blé avec les bonhommes qui scorent. On a le moulin ici qui fait que vous, les voisins qui ont moins de moulins que vous sur le plateau, ils vous donnent de l'argent. Ça c'est cool. Vous avez les petites maisons qui vous permettent de... Enfin le village qui permet de reconstruire. Pourquoi reconstruire? Parce que ici le fortin, la caserne, dès que vous construisez un morceau de caserne, et ben, vous détruisez des tuiles chez les adversaires qui ont moins de petites casernes que vous, donc qui sont moins puissants au niveau militaire. Donc c'est à ça que ça va servir les villages, c'est d'essayer de se reconstruire. Ici, on a les fortifications, ça c'est ce qui nous protège de l'armée. Plus vous en avez, moins vous ferez attaquer. Et ça vous permet de poser votre petit fanion comme ça quand vous construisez ici. Vous posez votre petit fanion sur une des tuiles dans le plateau de jeu. Ça, en gros, vous le réservez. Voilà, c'est plutôt cool. Donc là on l'a dit, l'église ça vous permet de pimper un peu votre plateau, vous avez le droit de rajouter une petite pièce à un revenu quelque part, donc maintenant je gagnerai plus quand je mettrai des casernes, je gagnerai 3 pièces d'or, ça c'est cool. Et enfin ici vous avez le château, ça vous permet de pimper encore plus mieux vos petits lieux. Maintenant je peux avoir par exemple, hop, ici, voilà, en plus j'ai ce dessin là, sachant que vous avez là, j'aurai 3 pièces gagnées par petite caserne, exact, par petite maison et maintenant par marché. Donc ça fait beaucoup, ça fait 1, 2, 3, 4, 3 x 4, 12. Oui, bien joué. Incroyable. Voilà, c'était à peu près le jeu. On sait que tu les aimes beaucoup les casernes d'ailleurs, Alice, n'est-ce pas? Oui, j'aime les casernes et les fortifications, comme ça je tape les autres mais personne ne peut me taper, voilà. Toi t'étais la victime paysan, hein. Voilà, ça vous raconte vraiment une vraie histoire, hein. Justement là on est en train de vous raconter un petit extrait de notre histoire. Les parties sont vivantes. Ah ouais, de fou, c'était trop drôle, hein. À la fin on s'est fait l'histoire de notre royaume. Donc voilà, c'était Middle Ages, on Super. enchaîne avec Link. J'ai pas été trop longue je crois. Non, tu étais très bien, une réédition encore. Amélioration. Oui, réédition, je dirais vraiment pure réédition, mais je pense justement ce qui est demandé dans une réédition, c'est que tout a été repensé et amélioré, ce qu'on demande d'une réédition. C'est Link, un jeu de déduction, bluff, rôle caché, peu de tout. Ouais, tout à fait. C'est maintenant chez Old Chap Games, c'est illustré par Stéphane Escapa, c'est un jeu de Eric Nielsen, Andrea Meyer, Christophe Hermier et c'est pour 15 minutes de partie, 4 à 8 joueurs et à partir de 10 ans et c'est 18 € de mémoire, 18 €, magnifique. Il y a Alex qui est en train de mourir dans le fond. C'est un jeu donc où il va y avoir des traîtres, plus ou moins en fonction du nombre de joueurs. On va avoir un joueur qui va choisir un petit chiffre là sur la petite radio américaine. Voilà, on va dire 84
Je ne sais pas du tout si cet exemple va marcher. On va prendre notre petit livret. Déjà, première chose qui a été améliorée par rapport au premier, c'est que maintenant chacun a un livret comme ceci et vous allez aller à la page du nombre de joueurs. Disons que nous sommes 6 joueurs et je vais aller voir le numéro 84. Voyons, j'ai 80, j'ai 83, j'ai 85. Je n'ai pas 84. Ça veut dire que je suis innocente. C'est bien ça, hein? Parce que des fois je confonds. On est innocent, tu sais pourquoi? Parce que quelqu'un d'autre, on va dire, on était à 6 joueurs, c'est ça? Hop là, 84. Ah, lui, il a un mot à 84. Tout à fait. Il a poule. Lui, c'est un espion. Lui, il a l'info. Et il y a quelqu'un d'autre, au moins, en fonction du nombre de joueurs, qui a aussi, dans son petit livret, le mot poule. Les autres, ils l'ont pas. Du coup, ils savent pas c'est quoi le mot. Par contre, chacun notre tour, on va prendre le petit dos de notre carnet. C'est extrêmement bien fait, encore une fois. Et vous allez écrire un mot. Bon, le premier qui va le dire, enfin, qui va écrire, si c'est pas l'espion, il va mettre un truc au pif, je sais pas, fraise. Voilà. J'ai mis fraise. Je pose, tout le monde voit, j'ai ma petite ardoise, je passe le stylo. Le prochain, on va dire que c'était l'espion. C'était quoi déjà le mot? Poule. Poule. Fraise, poule, graine. Pourquoi? Parce que une poule peut manger des graines, on est d'accord. Et graines, on peut dire qu'il y en a dans fraise. Ça tient la route. Ça peut. Habile. On continue comme ça. Et le but pour les espions, c'est de se reconnaître entre eux, sachant que c'est les seuls à connaître le mot. Mais sans que les autres apprennent que ce sont eux aussi les espions. Si par exemple en plein milieu, tout le monde était en train de dire des mots sur nuage et que vous dites coq et poulailler, enfin non, poulailler on n'a pas le droit, c'est la même racine de mots, mais coq et œuf, merci Alex. À la fin, les gens ils vont dire bah, vous êtes les deux seuls à être hors de notre thème à nous qu'on s'est partagé au pif. On pense que vous êtes les espions. Donc voilà, en gros c'est ça le truc des espions, c'est se reconnaître entre nous tout en essayant de pas jurer au milieu des autres. Une fois qu'on a écrit 2 fois, donc 2 tours, on va faire un vote, 1, 2, 3, on pointe les gens qu'on pense être des espions, et les espions, eh ben, ils vont se pointer eux, et la personne qui pense être avec eux. Voilà. Si les espions se sont trouvés, ils gagnent des points. Je ne sais plus exactement combien, je ne vais pas vous dire de bêtises. 2 points, me dit la petite voix dans ma tête. Alex, merci. Et les gentils qui ont trouvé les espions gagnent aussi des points. Combien? 1 point s'ils trouvent les espions. 1 point s'ils trouvent les espions, qu'il a dit le monsieur. Voilà, vous avez le jeu. Petit mode en plus qui est extrêmement cool. Vous avez des petites contraintes. On retrouve ça dans Fiesta de los Muertos. Qui, oh, quelle surprise, est aussi un jeu de Old Chap. Voilà. Vous avez une petite contrainte. Donc, contrainte pour tous à cette manche-là. Cette manche ou cette partie, Alex? La manche. La manche, c'est bien ce qui me semblait. Tout le monde va devoir écrire un mot qui est dangereux. Voilà. Prochaine manche, si on prend moi ma contrainte, parce que j'aime bien Mismo, on dirait Namo dans Indestructible. C'est clair. Il faudra faire un mot avec une seule syllabe, etc. Oh, etc. Voilà. Donc c'est optionnel, mais c'est vraiment bienvenu. Ouais, ça pimpe un peu le jeu, c'est trop cool. Donc voilà, vraiment ce qu'ils ont amélioré, c'est le fait que chacun dans son petit livret a accès ou non aux mots, et comme ça il a l'info discrètement, parce qu'avant il me semblait que c'était un truc au milieu et que tout le monde regardait. Donc bon, bah, si vous étiez les traîtres, c'était un peu plus facile de vous découvrir. Et ce truc de la petite ardoise, hop, que vous écrivez et que vous mettez devant vous et chacun le voit. Impeccablement bien édité. Voilà, donc merci Old Chap d'avoir ressorti Link, qui était quand même un très grand classique du jeu d'ambiance bluff et guessing. Voilà, c'est à Alex et je passe la main. On est de retour, enfin je dis de retour, non, moi je suis de retour, vous êtes toujours là à regarder la vidéo, pour vous présenter Monstrolicious de chez les Ropoprod, un jeu de Richard Garfield, l'auteur entre autres de Magi, mais il a aussi fait un jeu que j'adore qui s'appelle The Hunger, c'est la tuerie, et il est un peu passé inaperçu d'ailleurs, mais je le trouve vraiment top, et il a fait notamment aussi Bunny Kingdom, qui est très connu. Ici Monstrolicious, on est sur un jeu que pour 2, à partir de 8 ans, c'est pas très compliqué, et 10 minutes la partie, c'est très simple, il y a un petit côté Shoten Toten, pour ceux qui connaissent. Ici, au centre de la table, on a plein de gâteaux. Ils valent tous plus ou moins de points. 1 point ici, 10 points là. Certains vont avoir des compétences particulières, notamment le 1 ici, ça va être pour départager des égalités. Et le 8 ici va vous rapporter plus de points si vous avez les 2. L'idée, c'est que c'est un contrôle de zone. Vous allez vous positionner devant la table, et si vous êtes le monstre à avoir une plus grosse valeur que l'adversaire, vous contrôlez le gâteau, la zone en fait, et à la fin de la partie, quand on aura joué toutes nos tuiles, on va compter les points, celui qui a le plus de points l'emporte. C'est méga simple. La mécanique encore plus simple. À mon tour de jeu,
je pioche ma tuile, je la regarde secrètement, et je vais la positionner à un endroit. Si je la positionne à un endroit où il n'y a personne, bah du coup je contrôle cette tuile puisqu'il n'y a personne. Si jamais je la pose à un endroit où il y a déjà quelqu'un, il va falloir que j'essaie de battre ce monstre. Alors forcément, si je la pose à un endroit où c'est, on va dire, face cachée, le joueur va devoir, adverse va devoir la révéler. Et moi je vais lui dire si je peux battre son monstre, parce que du coup, si là j'ai un monstre d'une valeur, il faut qu'elle soit supérieure à la sienne. Et là je vais lui dire, bah si oui, si elle est supérieure, bah son monstre il le dégage. Et du coup là il sait que mon monstre il est forcément supérieur au sien, donc 6 ou plus. Ça pourrait lui donner un avantage plus tard si jamais il a une créature plus forte. Ou alors du coup le mien n'est pas fort, et dans ce cas-là je vais le défausser. Mais je vais le laisser face cachée. Il peut arriver comme ceci que j'ai un piège. Et le piège, en fait, il se passe rien de particulier, si ce n'est qu'un piège, si jamais le joueur met un monstre devant lui, bah en fait, je montre que c'est un piège, et son monstre est défaussé, mon piège aussi. Peu importe sa valeur. Exactement, donc le piège, c'est plutôt puissant. Est-ce que j'ai presque tout dit en termes de cas particuliers? Bah je crois que oui, en fait, après le reste, c'est essentiellement les pouvoirs. Alors oui, s'il y en a un face visible, bah forcément, je vais mettre face cachée, et si j'arrive à le vaincre, bah je lui dis. Et c'est juste que du coup, je lui donne une information sur la valeur de mon monstre, tout simplement. Au fur et à mesure, on va avoir, la plupart du temps, des monstres qui sont face visible, qui vont être jartés, puis on va peut-être en remettre face cachée, dire bah oui, je l'ai vaincu celui-ci, et ainsi de suite. Donc il y aura à chaque fois une résolution qui fait que certains monstres resteront visibles, parce qu'on peut plus justement les vaincre. Au bout d'un moment, on n'a plus trop de tuiles dans son tas. On va essayer, comme à la manière d'un Shoten Totem, de se positionner à différents endroits, pour essayer justement soit de diviser pour mieux régner, ou au contraire essayer de consolider un peu ces zones, sachant qu'on ne peut pas jouer plusieurs monstres au même endroit. On est toujours obligé de jouer un monstre sur un emplacement qui est disponible, un seul monstre par emplacement. On va ensuite, en fonction de ce qu'on contrôle, on va regarder qui gagne les points. On additionne tout, celui qui a le plus de points l'emporte. Ça s'explique vraiment en 5 minutes. Les règles, c'est quoi? C'est 3 pages, même pas. Après, c'est sur un petit livret. C'est assez bien illustré, il y a plein d'exemples. Il y a les cas particuliers où quand il y a un monstre visible, qu'est-ce qui se passe? Quand il y a un monstre face cachée, qu'est-ce qui se passe? Qui révèle en premier? Le piège, qu'est-ce qui se passe quand on l'applique, etc. C'est méga simple. C'est assez évident et c'est assez fou qu'on n'ait pas pensé à faire des jeux comme ça. Mais c'est sûr. Plus tôt, parce qu'à part le Shoten Totem, finalement, est-ce qu'il y en aurait d'autres qu'on pourrait proposer? Peut-être de moins en moins. Ah, il y en a eu des sympas. Il y a eu Bestiole en guerre. Bestiole en guerre, effectivement, à ce côté-là aussi. Versus Goéland, mais Monstrolicious. C'est encore une Il va aller dans cette gamme-là pour le coup, donc je trouve ça assez cool. On enchaîne sur un derrière le comptoir, c'est ça? Pas de suite. Ah, il y a Alice d'abord. Donne le micro. Alors tiens. Heureusement que j'ai couru. Il allait encore m'oublier. T'inquiète pas, je n'avais point oublié. Ah bah oui, tu n'avais point oublié ce magnifique mur de Next Station. Après le London, après le Tokyo, sort enfin le Paris. Qu'est-ce que Next Station pour les non-connaisseurs? C'est un flip and write pour 1 à 4 personnes, 25 minutes de partie à partir de 8 ans, par Matthew Dunstan et toujours illustré par Maxime Morin. Flip and write, vous tirez une carte et vous allez dessiner votre petit réseau de métro. Donc ici ce sera à Paris. Chaque petite boîte a ses objectifs et ses petites mécaniques différentes. Ici, les grandes différences, c'est que vous allez enfin pouvoir faire croiser les lignes, vous voyez, dans cette petite croix là ici, alors que d'habitude c'était un peu comme le Snakes, là, le vieux jeu sur téléphone vert, les Nokia, où si vous croisez votre ligne, c'est pas bon. En fait, vous avez carrément pas le droit dans le jeu normalement. Là, vous avez certains endroits où c'est accepté. Vous avez aussi la station de départ qui est un gros joker, comme vous pouvez le voir. Enfin, pas de départ, la station centrale, voilà. C'est quoi, c'est Châtelet? C'est Châtelet. Ah, faut pas me demander à moi, je pense que c'est Châtelet. Et les petites étoiles cheloues là, c'est des lieux touristiques, ça fait plus de points, vous voyez. Hop, plus vous aurez visité 2 lieux touristiques, plus vous aurez de points, ça fait 2 points par lieu touristique visité. Sinon, c'est toujours le même principe, vous avez 4 crayons de 4 couleurs différentes. À chaque fois, vous allez vous passer les crayons, à chaque manche. Le crayon vous indique à quelle station vous allez commencer et les cartes que vous tirez vont vous indiquer une forme à rejoindre depuis le dernier point, en gros une des extrémités de la ligne que vous étiez en train de créer en suivant les petits pointillés. Vous ne pouvez pas vous téléporter, c'est une ligne de métro les amis, soyons cohérents. Et on fait ça donc 4 manches, au bout des 4 manches, on compte les points, comment on aura le mieux optimisé chaque manche, parce que vous avez plusieurs manières à part les petits lieux touristiques de gagner des points, c'est visiter des quartiers, visiter plein de stations, etc., etc. Voilà, donc la grande différence de celui-ci, c'est les croisements de lignes et les lieux touristiques. Ça fait un bel étage, comme oui. C'est satisfaisant. Il est beau, hein? Il est beau. Ouais, il est beau. Maintenant, derrière le comptoir.
Hello, coucou et bienvenue derrière le comptoir. Derrière le comptoir, il reste quelques petites sorties et notamment le nouveau microgame, le compte des 9 domaines, un jeu de Scott Allen 6 à partir de 10 ans. C'est donc un solo, comme l'indique sa couleur, des microgames pour des parties de plus ou moins une demi-heure. C'est un petit jeu de gestion dans une ambiance médiévale. Alors on n'a pas réussi à avoir beaucoup d'infos. On a commencé à lire les règles, mais malheureusement, eh bien l'heure a sonné. On n'a pas eu le temps de terminer les règles. En gros, vous allez avoir 2 aires. Une aire, c'est un paquet de cartes pour essayer de construire, de développer au maximum votre domaine en tant que compte des 9 domaines, sachant que les bâtiments, une fois qu'ils seront construits, vont vous donner des ressources, mais les bâtiments, même pour devoir être construits, ils vont avoir besoin de ressources. Voilà en gros l'idée du compte des 9 domaines, le nouveau microgame, c'est le petit microgame du mois. En sortie également, on a du jeu de rôle, les archives de l'Empire volume 2, c'est un supplément d'univers essentiellement, qui saura tout à fait accompagner la campagne impériale. Hop, les retours en stock désormais avec Let's Summon Demon qui n'était pas là depuis un sacré bout de temps, qu'on nous a pas mal demandé. Hop là, il a commencé à installer la petite gamme, les autres ont commencé à arriver. Le retour de Cat in the Box, ça c'est trop cool. Alors autant Let's Summon Demon, j'ai dit on l'attendait, on nous l'a demandé, mais alors Cat in the Box c'est incomparable. Vraiment, ça fait des semaines et presque des mois que vous nous le réclamez. On est vraiment content de pouvoir le proposer à nouveau. On a le retour de toutes les extensions de Seven Wonders, notamment Armada, qui n'était pas là depuis un bon moment, et tant qu'on est dans les extensions en format vertical comme ceci, Monde Marin pour Ark Nova, qui est déjà là depuis la semaine dernière, mais on avait oublié d'en parler. Voilà donc pour le derrière le comptoir. On se retrouve très vite parce que il y a le top vente du mois d'avril qui arrive, et puis sinon on vous dit à bientôt chez Jeux des Cartes Bordeaux.